Le 10 septembre dernier, lui et son parti ont lancé ce qu'ils dénomment le manifeste de Kisangani. De quoi s'agit-il? Est-ce un nouveau concept? Est-ce un document? Et que si c'est un document, que contient ce document? Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité, qui reçoit ce jeudi 15 septembre en exclusivité Martin Fayulu-Madidi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec lui, nous allons également essayer d'aborder d'autres sujets liés à l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire, le processus électoral et bien entendu peut-être ses alliances ou ses relations avec d'autres personnalités, d'autres présidents, d'autres partis politiques. Alors, M. Fayulu, j'étais là le samedi dernier avec vous au Collège Boboto. Vous avez lancé ce que vous appelez le manifeste de Kisangani. C'est quoi le manifeste de Kisangani? Les manifestes de Kisangani, c'est les résumés du programme de l'ECD, mon programme que je propose au peuple congolais pour affronter les élections de 2023. C'est de dire quels sont les défis du pays. Nous les avons dénombrés, 18. Et dans ces défis, vous avez les préalables, les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un état normal et, sur base de cet état normal, commencer à développer le pays? Donc, des priorités. Quelles sont nos priorités? Et quels sont les défis majeurs que nous avons? Et comment nous finançons ces programmes? Et quelles sont les réformes à mettre en place, les réformes constitutionnelles, pour que le Congo soit demain un pays libre, un pays fort, un pays digne et un pays prospère. C'est ça notre vision. Comment matérialiser notre vision d'un Congo libre, fort, digne et prospère? Et voilà, les manifestes regroupent tous ces points et propose au peuple congolais. Mais cette proposition au peuple congolais, c'est suite à des discussions que nous avons eues avec les Congolaises et les Congolais, et suite à la vision que je vais dénoncer, notre vision donc de l'ECD, et suite aux missions que nous nous sommes données en tant que parti politique, et les valeurs qui fondent notre action et les piliers de notre projet de société, et qui s'intitule « Investir dans les citoyens pour développer la RDC ». Il faut dire que vous avez déjà été investi par votre parti comme candidat président aux élections de 2023. C'était lors du congrès qui s'est tenu à Kisangani. On va continuer quand même avec ce manifeste, mais est-ce que ça tire son origine de manifeste de l'Antsele? Parce que nous qui parlons quand on voit un manifeste de Kisangani, on passe tout de suite à un manifeste de l'Antsele. Ça vous a donné des idées? Ça vient de là? Les premiers à lancer les manifestes ici, c'est l'abbé Joseph Maloula. Okay? Rappelez-vous, donc, ce n'est pas les manifestes de l'Antsele. Oui, Mobutu et ses amis ont lancé les manifestes de l'Antsele. Il y a d'autres manifestes dans d'autres pays. L'ancien ministre français Cazeneuve a lancé dimanche, il y a dimanche, il y a 8 jours, son manifeste aussi. Mais nous, les manifestes, ça a été adopté, élaboré à Kisangani. Donc c'est un document qui résume notre programme de gouvernement. Moi, j'ai essayé de lire, pas tout le manifeste, mais une bonne partie de manifeste. Et je vous ai suivi au Collège Boboto, devant les jeunes étudiants. Vous avez parlé de 4 axes prioritaires. Et parmi ces axes prioritaires, l'éducation, c'est la priorité de priorité. Pourquoi, là où certains auraient pu placer la refondation de l'État ou les infrastructures, vous placez l'éducation comme priorité de priorité? Très bonne question. Nous avons dit, d'abord, il y a des préalables, c'est que nous appelons les prérequis. Les prérequis sont au nombre de 4, c'est-à-dire il faut d'abord avoir un état de droit. Et puis, il faut avoir donc cet état, ces pays qui soient intègres, l'intégrité territoriale et la pacification du pays. Troisièmement, il faut la cohésion nationale. Vous ne pouvez pas diriger un pays où il n'y a pas de cohésion nationale. Et quatrièmement, il faut une gouvernance intègre. Ça, ce sont des choses qui doivent être là, des bases.
C'est sur cette base qu'il faut maintenant ajouter des priorités. Et dans ces priorités, la première, c'est l'éducation. Donc si vous n'avez pas un peuple, si vous n'avez pas des hommes et des femmes éduqués, instruits, qui comprennent les enjeux du monde, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir toutes les ressources naturelles du monde. Et sans un peuple éduqué, vous ne pouvez rien. C'est pour cela, nous disons, pour nous, c'est la priorité principale. Et deuxième priorité, il faut donner à manger aux gens, donc l'agriculture. L'agriculture, nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Et le peuple congolais meurt de faim. Il y a plus de 27 millions d'enfants ici qui sont malnutris, qui meurent de faim. Comment peut-on comprendre qu'il y ait 110 millions d'habitants, que vous ayez des terres fertiles, et que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à donner à manger à votre population. Donc, la deuxième priorité, et puis nous continuons... Et parlons de la deuxième priorité, vous allez, dans votre manifeste, décréter carrément un état d'urgence agricole. Voilà, un état d'urgence agricole parce que... Ça a déjà existé dans d'autres pays. Bon, vous apprenez, on est tellement habitué aux états d'urgence sécuritaire, état d'urgence agricole, le pays va si mal que ça? Mais ça, le pays va mal, on ne mange pas. Si on ne mange pas, si l'homme ou la femme ne mange pas, c'est que ça ne va pas. Les États-Unis, d'abord, c'est un pays agricole, ça il faut le savoir. Le Canada, c'est un pays minier, mais c'est un pays agricole. Donc, nous décrétons cet état d'urgence agricole pour faire comprendre aux gens que l'homme n'est pas l'homme s'il n'a pas mangé. Ventre affamé n'a point d'oreille, n'a point de pieds, n'a rien. Ventre affamé, il n'y a pas d'esprit. On dirige l'homme comme on veut quand cet homme a le ventre vide. C'est pour cela que nous disons un état d'urgence. Pourquoi urgence? Il y a urgence, ce concept d'état d'urgence agricole, nous l'empruntons du sénateur Didier Moumengi. Et là, état d'urgence, il a écrit son livre sur l'agriculture. Et il faut lire ces livres-là. Et donc, nous nous disons que demain, il faut que nous produisons ce que nous mangeons. Ça, c'est la deuxième priorité, l'agriculture. Troisième priorité, nous avons dit les infrastructures. Nous sommes un pays... Ça intervient au bas de l'échelle, l'infrastructure, là où... Pas au bas de l'échelle. Parce que d'abord, nous commençons éducation, parce que vous devez avoir besoin d'hommes et de femmes. Vous les nourrissez, ok? Quand vous arrivez à les nourrir, à produire, mais vous devez déplacer ces produits que vous cultivez. Vous devez atteindre les grands centres. Le paysan, les cultivateurs doivent pouvoir avoir des revenus pour qu'il se donne encore du courage pour produire davantage. Donc, vous désenclavez le pays. Vous construisez les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières. Donc, toutes ces infrastructures-là, nous en avons besoin et c'est ça une priorité. Quand vous regardez le pays comme les États-Unis, vous pouvez circuler d'un bout à l'autre en voiture. Vous pouvez prendre l'avion, aller partout. Vous pouvez prendre les trains, aller partout. Et donc, nous devons le faire parce que nous sommes un marché, un grand marché. Aujourd'hui, 110 millions d'habitants. C'est presque l'Afrique de l'Ouest réunie. Quand vous prenez les pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tous ces pays réunis, ça fait le Congo. Et donc, nous sommes un marché énorme. Et ces marchés-là, si nous les développons, si nous désenclavons le pays, nous donnons la possibilité à nos frères et sœurs, à nos enfants, de connaître le pays, d'aller partout dans le pays, de faire le tourisme à l'intérieur de ce pays, de dire aux autres de venir pour visiter les Congos. Et vous allez voir ce que nous allons engranger comme ressources et comme possibilités de développement. Dernière priorité? Il y en a 4 priorités. Non, mais non, c'est pas... Il n'y en a pas 4? Non, il y a 4 prérequis préalables et il y a 6 priorités. 6 priorités. Alors, je vous ai déjà cité 3 priorités. L'éducation, l'agriculture, les infrastructures. L'écologie. Ok. Avant l'écologie, vous avez l'électricité, l'eau et les soins de santé de qualité. Et donc, ça, si vous n'avez pas l'eau, l'électricité, la vie c'est l'eau,
vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas développer l'industrie. Si vous n'avez pas de soins de santé, vous ne pouvez pas tenir un peuple, que ce peuple-là soit en bon état pour développer son pays. Cinquième priorité, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, combien d'entreprises vous avez au Congo? Quelle est l'industrie? En 1960, quand les colons partaient, on avait plus de 9600 entreprises industrielles. 9600. Aujourd'hui, on a moins de 1000. Quand je dis moins de 1000, moins de 500. Et dans cette industrie-là, vous n'avez pas les Congolais. Qui est ces Congolais? Qui a une entreprise ici? À mon enfance, il y avait des Congolais, on citait des noms ici. Et aujourd'hui... Les syndicats Dokolo, c'était... Pas syndicats, c'est Dokolo. Les Dokolo, le syndicat personnel, le fils Dokolo, en fait, le père Dokolo. Mais il y avait les Kisombe, Masco, il y avait les Ndombasi, il y avait les Tanguy, il y en avait plein. Il y avait plein. Il y avait des, comment dire, des Mebeko ici, qui est devenu Mebeza. Il y avait une industrie. Il y avait ici une usine de transformation ou en tout cas d'assemblage des véhicules. General Motors, à Massine, là où vous avez le marché de la liberté. Il y avait ici une usine de production de batteries. Il y avait des rassemblages de véhicules. Leyland ici, Enzal. Vous connaissez Enzal? À Kingaboua. Tout Kingaboua, c'était une zone industrielle. La zone industrielle de l'Humété regorgeait des industries, Trefilkin et tout. Il y a des sociétés ici textiles. Il y avait des sociétés textiles dans ce pays. Donc, il faut l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat, nous avons des Congolais, des Congolaises qui sont ingénieux, ingénieuses, qui sont dans la cité, qui font des choses, mais demain, nous allons permettre à ces gens-là d'avoir des financements pour développer leurs industries, pour se développer eux-mêmes, et cela va aussi accroître l'assiette fiscale. Dernière priorité, c'est l'écologie. Nous vivons dans un monde où il y a les dérèglements climatiques. Et nous sommes un pays qui regorge de potentiels énormes, forêts, eau. Nous pouvons capter les CO2. Nous avons des possibilités avec nos tourbières. Et donc, nous avons des parcs partout. Nous avons des aires protégées. On nous demande d'accroître pour les pays africains les aires protégées à 30%. Nous sommes déjà à 13% d'aires protégées au Congo. Or, si nous accroissons à 30%, est-ce que nous pouvons nous permettre d'accroître les aires protégées à 30%? Ou bien nous devons respecter ou appliquer ce que les Nations Unies ont demandé dans un premier temps, parce que nous sommes déjà à 13%, donc on peut atteindre facilement les 17%. Ou bien nous allons nous permettre de dérégler les climats en laissant nos forêts être détruites par les gens qui ne comprennent rien. On détruit les forêts. Les forêts congolaises. On dérègle les écosystèmes congolais simplement parce qu'il n'y a pas de loi. Mais nous avons des gens qui habitent dans ces zones-là ou qui habitaient dans ces zones-là. Quelle est la compensation pour nous? C'est ça justement, on en parlera quand même, c'est une problématique très très importante aujourd'hui où la RDC se présente entre guillemets comme pays solution et de l'autre côté, on est en train de vouloir exploiter le pétrole avec, j'allais dire, l'appel d'offres, pas la mise en vente, l'appel d'offres des blocs pétroliers. Par rapport à ça, on va continuer avec les défis contenus dans le manifeste, mais puisqu'on parle de ces aires protégées, on parle de l'écologie. Quelle est votre analyse par rapport à ces appels d'offres? Un gouvernement illégitime ne peut pas se lancer dans ce genre, de choses. On ne peut pas hypothéquer le patrimoine du pays. C'est de l'hypothèque, les appels d'offres. Non, mais les gens ne sont pas responsables. Il faut qu'il y ait des études sérieuses. Il faut qu'il y ait un parlement sérieux. Il faut qu'il y ait des discussions sérieuses. Entre qui et qui? Des discussions avec qui? C'est un gouvernement qui engage le pays? Le pays appartient à qui? Le pays appartient au peuple congolais.
aux 110 millions de Congolais qui sont là. Les 110 millions de Congolais sont représentés par qui? Par un parlement. Mais ce parlement est illégitime. Est-ce que l'idée de lancer ces appels d'offres est bonne? Mais vous, une fois au pouvoir, vous ne ferez pas pareil? Mais s'il vous plaît, une fois au pouvoir, on va d'abord procéder par des études sérieuses. L'État doit dire que voici ce que j'ai, voici ce que je veux. Et l'État, maintenant, au niveau de sa représentation, doit discuter. Les députés, les sénateurs, on discute. Il y a des gens qui sont dans ces sites-là. On discute. Il y a un arbitrage à faire. Il y a une discussion à mener avec la population. Il y a un programme compréhensif qui doit être mis en place pour arriver à ce genre de décisions. On a parlé des priorités contenues dans le manifeste de Kisangani. Pourquoi j'ai tendance à dire manifeste de Lancelot? Bon, c'est peut-être le manifeste le plus célèbre qu'on ait connu ici dans ce pays. En tout cas, les priorités contenues dans le manifeste de Kisangani. Maintenant, les défis, il y en a combien? 6 défis. Il y a les défis sur l'identité culturelle congolaise. Nous devons nous réapproprier notre identité. Nous sommes Congolais. Ça n'existe plus. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existait un jour? Mais bien sûr, parce que nous sommes Congolais. Si ça n'a pas existé, donc on n'aurait pas une identité. Nous avons une culture congolaise. On a peut-être une nationalité, mais est-ce que la culture congolaise, on l'a vraiment? Vous n'avez pas la culture Congo, vous n'avez pas la culture Luba, vous n'avez pas la culture Kuba. Quand le roi est venu ici, il est venu à un masque Soukou. Vous n'avez pas la culture Soukou. Tout ça, ça forme la culture congolaise. Vous n'avez pas la culture Tetela. Vous n'allez pas chez les Mbala. La culture Munyamulenge. S'il vous plaît, Munyamulenge, ce n'est pas congolais. Il faut faire très attention. Vous avez allé à Tervuren, au musée Tervuren, parce que tout le monde peut aller là-bas aujourd'hui et regarder toutes les tribus du Congo. Vous avez vu une tribu qui s'appelle Munyamulenge? Il y a toutes les tribus du Congo. Les Munyamulenge n'est pas les tribus. Les Mulenge, c'est un endroit du Congo, une rivière, mais ce n'est pas une tribu. Est-ce qu'il y a une langue qui s'appelle Mulenge? Si on dit Munyanga, il y a une langue de Banyanga. Ok? Si on dit Muyanzi, il y a une langue qui s'appelle le Bayanzi. Ok? Si on dit Musonge, il y a la langue Songe. Est-ce que vous avez une langue? S'il vous plaît, il faut arrêter de se faire, comment dire, la rakiri comme ça, et de penser que nous, les Congolais, nous devons subir parce que quelqu'un a dit qu'il y avait des Banyamulenge là-bas. Les Banyamulenge n'existent pas. Ce sont des Rwandais qui sont venus s'installer au Congo. Il faut le prendre comme tel. S'ils veulent chacun d'eux demander la nationalité congolaise, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont des Congolais d'office. Non. Ce que nous disons, nous avons des enfants, nous avons des frères et sœurs, des gens qui ont étudié et qui ont des compétences qui sont à l'extérieur. Est-ce que la nationalité congolaise, ça c'est dans les réformes constitutionnelles, est-ce que nous devons garder la nationalité congolaise qui ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité du monde, ou bien il y a des appels, nous avons mené des enquêtes, nous avons discuté avec nos frères et sœurs, surtout nous sommes allés à Butembo, à Beni, à Goma, à Bukavu et dans d'autres contrées de la République. Nous nous sommes convenus avec les Congolaises et les Congolais que la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre, sauf les 9 nationalités des pays limitrophes. C'est tout. Vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Congolais de Brazza. Vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Angolais. Et vous ne pouvez pas être Congolais et être Rwandais. Vous ne pouvez pas être Congolais et être Ougandais. Vous ne pouvez pas être Congolais et être Burundais. Ça, c'est ça que les Congolais veulent. On a parlé, je disais, des priorités, il y en avait 6. Des défis, il y en a 6. Vous avez commencé par l'identité nationale. Deuxième, on va les citer comme ça rapidement. Oui, bah, si vous les citez, vous avez l'identité, la réappropriation de notre identité. Vous avez la jeunesse engagée. Ok? Le jeune. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes? Parce que vous voulez que je les cite. Vous avez la femme, les personnes vivant avec handicap. C'est un défi.
Qu'est-ce que nous faisons de la femme? L'article 14 parle de parité dans notre constitution. Comment on matérialise ça? Comment on fait participer nos femmes qui sont talentueuses dans le développement du pays? Vous avez aussi un défi, la diaspora. Ok? La diaspora congolaise. C'est une diaspora il y a plus de 10 millions, je l'ai dit comme ça, de Congolais qui sont à l'étranger. Qu'est-ce que ces Congolais font? C'est une diaspora divisée et on a toujours tendance à nous comparer avec la diaspora ouest-africaine qui paraît beaucoup plus unie, beaucoup plus solidaire que la diaspora congolaise. Non, la diaspora n'est pas divisée. Je ne vais pas dans ce sens-là. Si quelqu'un est membre d'un parti ou défend une opinion, il faut le laisser. Donc c'est son libre arbitre. Je ne parle pas de ça. Que les gens soient membres de tel parti ou de tel autre parti, de telle organisation, de tel autre, ça, mais je dis que ce sont des représentants du pays. Ils doivent faire, comment dire, le plaidoyer pour le pays, faire connaître dans le pays où ils sont les vrais problèmes du Congo. Ils doivent dire que le Congo est attaqué par le Rwanda, le Congo est attaqué par l'Ouganda. Le Congo n'a pas vocation d'être dans l'Afrique de l'Est. Ils doivent le dire. Et donc, ils doivent le dire dans les opinions publiques des pays où ils vivent. Aujourd'hui, ce pays, sur le plan intégrité, est menacé. Ce pays est menacé par des pays qu'on connaît, qui étaient hier des pays amis. Et nous avons fait beaucoup pour ces pays. Aujourd'hui, ces pays nous font la guerre. Ces pays nous font la guerre parce que nous sommes Congo avec nos richesses. Ce pays, surtout le Rwanda, veut annexer une partie du Congo. Et il a compris que c'était impossible. Il a trouvé d'autres subterfuges. Ce sont des accusations dures, fortes. Bien sûr, mais je l'ai dit, je m'assume. Je m'assume. Accusation. Quand j'ai commencé à parler de ça à l'Assemblée nationale, dans la législature de 2011, on me disait que c'était des accusations graves. Quand j'ai continué à le dire, mais maintenant tout le monde ne le dit pas. Maintenant l'ONU elle-même ne dit pas. Est-ce que vous ne savez pas que les gens du FDLR qui sont venus, les Interamouins qui sont venus au Congo, qui sont gardés au Congo, pourquoi on les garde dans notre pays? Pourquoi on ne les fait pas sortir? Non, selon l'ONU, puisque vous en parlez, ils combattent avec l'armée régulière. Quelle armée régulière? L'armée régulière congolaise, les FARDC, selon le rapport. S'il vous plaît, ces gens-là sont venus, ils ont leur agenda. Et ils combattent leurs frères et sœurs qui sont restés au Rwanda. Ok? Mais si vous dites qu'ils combattent avec l'armée régulière congolaise, mais l'ONU a la possibilité de prendre ces gens, de les extraire du Congo et de les mettre ailleurs. Pourquoi on ne le fait pas 25 ans après? Qu'on ne le fait pas? Pourquoi on doit nous dire que nous ne pouvons pas réclamer notre génocide? Pourquoi on ne peut pas parler des massacres de Kobola? Pourquoi on ne parle pas des massacres de Mwenga? Mais déjà en intérieur, il faut commencer à parler d'une seule voix. On est tellement divisés, surtout dans ce pays. Non. On n'est pas divisé. Le problème, c'est que les gens qui sont divisés, c'est des gens qui ont volé la victoire du peuple. Nous sommes divisés à ce niveau, mais les Congolais ne sont pas divisés. On veut donner l'impression que les Congolais sont divisés parce que quelqu'un qui n'a pas le pouvoir normal, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose sur quelque chose, il pense que je m'accroche sur ça. Vous savez, quand vous êtes en train d'être noyé dans une grande rivière, même une feuille de mangue que vous voyez là-bas, vous voulez vous accrocher. Donc c'est comme ça qu'on nous pousse dans des directions où on va dire qu'il y a le tribalisme. Moi, je ne connais pas le tribalisme. On parlerait de ça, le tribalisme, la cohésion nationale et tout ça. Moi, je reviens quand même à ce dont on parlait tout à l'heure, la sécurité dans la partie est du pays. Martin Fayulu, leader, candidat président pour 2023, ancien candidat en 2018. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer, madame. Élisée Odia, ancien candidat, c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle avec plus de 62%. La rage, s'il vous plaît, la rage, attesté par les serveurs de la Commission électorale nationale indépendante, attesté par les rapports de la CENCO, attesté par des preuves que nous avons amenées à la Cour constitutionnelle, attesté par un juge de la Cour constitutionnelle, Corneille Wasenda, qui a dit, voilà, les avocats des Fayulu... Sauf qu'un seul juge n'était pas suffisant. Non. Sauf un seul juge n'était pas suffisant. Nous sommes sur 9.
Nous sommes d'accord. Mais non proclamé, je continue, non proclamé par la Cour constitutionnelle, non proclamé par la CENI. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dire. Non, on dit les faits. S'il vous plaît, les faits sont là, plus de 62%, ok, reconnus par un juge que les résultats proclamés étaient une fabrication. Et donc, nous sommes là. Vous êtes là, pas proclamé par la Cour constitutionnelle, vous n'avez pas l'impérium, mais vous restez un grand leader politique de ce pays. Comment on fait pour arriver à bout de l'insécurité, d'abord dans la partie est du pays, parce que cette insécurité commence à être un peu généralisée. Comment on fait? Vous avez déjà votre réponse. Élu par le peuple congolais, appelé président élu de la RDC, et comment arriver à bout de l'insécurité, ces situations que nous connaissons de balkanisation du pays, c'est avoir des institutions légitimes et des dirigeants légitimes, élus par le peuple congolais. En attendant, les gens doivent continuer de mourir dans la partie est du pays. En attendant, on fait quoi? En attendant, nous disons que l'armée, parce que l'armée est là. L'armée, c'est une institution du pays. L'armée ne dépend pas de tel ou de tel autre. L'armée doit combattre. On doit donner des moyens à l'armée. On doit laisser l'armée faire ce qu'elle doit faire. On ne doit pas donner des contre-indications aux militaires congolais quand ils se battent. Vous ne pouvez pas prendre une armée sud-soudanaise qui a des problèmes dans son pays et puis venir nous mettre... Vous ne pouvez pas prendre des gens qui sont, comment dire, au ouélé, qui sèment la désolation, qui prennent des pans entiers de nos territoires et vous leur dites allez faire, comment dire, rétablir l'ordre dans ces pays. Vous ne pouvez pas prendre les militaires rwandais et les amener au Congo, les militaires burundais ou ougandais. Non. Les Rwandais ne vont pas participer. Si, madame. Selon le gouvernement congolais. Mais vous n'avez pas entendu, ils ont dit qu'ils vont participer, mais ils vont être seulement dans les frontières. Même s'ils ne participent pas, comme vous le dites, mais ils vont participer. Mais ils sont dans les renseignements. Qu'est-ce qui est important dans ce genre de choses? Pas les renseignements. On n'a pas besoin de ça. Moi, je dis que ça, c'est une supercherie. Je suis là, président de la République. La première chose, c'est révoquer ces bêtises-là. Okay? Par bêtises, vous entendez quoi? Mais la communauté de l'Afrique de l'Est. Révoquer ça, ça n'existe pas. Nous voulons avoir des relations sereines avec les Rwandais, des relations sereines avec l'Ouganda, les Kenya et tous ces pays, et là les Burundi. Des relations pays à pays. Nous sommes déjà dans l'Union africaine. Nous voulons avoir des relations, mais nous ne pouvons pas aller nous accoquiner dans cette affaire où on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, où nous n'avons aucun bénéfice. Aujourd'hui, les pays peuvent, vous dites la solution. Mais pourquoi nous ne demandons pas à un pays sérieux, qui est un pays ami, okay, de nous aider avec notre armée pour bouter dehors ces inciviques? Quel est ce pays? L'Angola, par exemple. L'Angola, c'est un pays qui a une armée. L'Angola s'est battu. L'Angola a démontré de quoi il était capable. L'Angola, donc, c'est un pays sérieux. Donc, on doit se tourner un peu du côté de la SADC, pas du côté de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas du côté de la SADC, c'est du côté des pays amis. Pas du côté des organisations. État à État. Voilà, mais nous sommes déjà dans une organisation qui s'appelle l'Union africaine. Nous sommes dans une organisation, vous voulez de parler de la SADC. Nous sommes dans la CIRGL. Nous sommes dans CEAC. Nous sommes dans tout, ZLECA. Parlons de tout cela. Mais quelle est la solution pour les Congos? La solution pour les Congos, c'est d'abord les Congolais et les Congolaises qui se disent que nous avons un pays à défendre. Notre intégrité territoriale. Et pour cette intégrité, il nous faut une armée efficace, une armée formée, une armée équipée, une armée nourrie, une armée habillée. Donc, et nous maintenant, nous, Congolais et Congolaises, mais même ceux qui se sentent capables de jeunes, peuvent avoir une formation rapide et aller au front. C'est ça un pays.
En attendant, lors de son passage ici en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, avait dit que la solution, surtout pour récupérer Bunagana ou résoudre le conflit dans la partie est du pays avec tous les groupes armés, passe par des négociations. On doit négocier avec les rebelles. Mais non, pas par des négociations avec les rebelles. Parler, non, les rebelles, s'il vous plaît. Avec les groupes armés. Je suis d'accord sur l'idée, le principe. Ça veut dire que même n'importe quelle guerre, ça se termine autour d'une table, vous discutez et vous parlez. Nous sommes d'accord sur ça. Mais vous n'allez pas négocier avec les rebelles qui sont instrumentalisés. Les rebelles, là, parce que vous allez négocier avec le M23. Le M23, discuter avec le Rwanda, oui, nous sommes d'accord. Discuter avec l'Ouganda, oui, nous sommes d'accord. Parce que les ADF, c'est quoi? C'est les gens de l'Ouganda, sont des rebelles par rapport à l'Ouganda. C'est des gens qui ont pris notre territoire, semble-t-il, pour déstabiliser l'Ouganda. C'est ça les ADF. Donc le gouvernement ougandais n'est pas en accord avec les ADF. Donc maintenant nous devons discuter avec l'Ouganda pour savoir qu'est-ce qu'on fait des ADF. Comment on fait? Nous devons discuter avec les Rwandais pour savoir qu'est-ce qu'on fait des Interamwe, qu'est-ce qu'on fait des M23, parce que ce sont des Rwandais qui se sont constitués, certains venus du Rwanda, d'autres qui étaient déjà au Congo. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Nous devons discuter avec les Rwandais pour savoir qu'est-ce qu'on fait des Banyarwanda qui sont installés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Ça, nous sommes d'accord. Mais nous n'allons pas nous asseoir avec les gens du M23 pour leur dire que vous avez pris des armes contre les Congo, vous êtes des supplétifs, vous avez des gens qui vous instrumentalisent et nous, on discute avec vous sans discuter avec les gens qui vous dirigent. Vous avez parlé justement de groupes armés soutenus par l'extérieur, chose qui est avérée, mais des groupes armés internes, des Congolais entre eux, des Congolais qui ont eux-mêmes pris des armes. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment arriver à bout de ce Congolais-là? Si vous arrêtez les groupes armés extérieurs, ok, vous pacifiez le pays, vous parlez de la cohésion nationale, ce que nous avons dit dans les manifestes, un des prérequis. Si vous avez cette cohésion nationale, vous avez un état de droit, un état où la justice est le même pour tout le monde, vous allez voir des conséquences là. Les groupes armés internes, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont instrumentalisés. Il y en a beaucoup qui prennent des armes parce qu'ils se disent que trop c'est trop, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous tue comme des mouches. Donc ça va s'estomper. Arrêtez d'abord avec l'extérieur. Réglez le problème des ADF. Réglez le problème des FDLR. Réglez le problème des M23 instrumentalisés. Dites-leur, allez au Rwanda, regardez ce que vous devez faire et gérez votre pays comme vous l'entendez. Réglez vos problèmes internes et que nous puissions régler nos problèmes internes. Nous pouvons nous mettre autour d'une table, discuter. Nous ne sommes pas des ennemis. Discuter de nos problèmes. Il y a la sécurité dans la partie est du pays. On a vu, juste après la Mouka, Mbossa Nyamwisi allait faire une tournée de paix, de pacification de l'Est. Actuellement, c'est un autre leader du pays, Vital Kamerhe, qui entame une tournée dans la partie Est du pays. Est-ce que ce sont comme ça des démarches qu'il faut avoir pour essayer d'apaiser l'esprit et de prôner un retour vers la paix, vers la normalité? C'est déjà bon. J'ai commencé, les autres ont emporté le pas, c'est bon, mais le problème, ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est l'État, les gouvernements, avec son armée, avec sa police, avec ses services des renseignements. Les individus qui partent et tout ça, bon, c'est discuter avec la population, mais ils ne feront absolument rien. On a instituer un état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a donné au Nord Kivu? Qu'est-ce que l'état de siège a donné à Ituri? Déjà au Nord Kivu, les commandants, les gouverneurs militaires, on lui a retiré les opérations militaires. Pourquoi il est là? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, on a retiré aux gouverneurs militaires du Nord Kivu les opérations militaires. On a nommé un gouverneur militaire pour s'occuper justement de ça. Alors, on a nommé un autre général pour s'occuper des opérations militaires. Pourquoi on laisse un gouverneur militaire? Donc, dites-nous
Ce qu'il faut d'abord, ce n'est pas de solutions précipitées, non étudiées, non planifiées. Vous dormez, vous vous réveillez, vous dites, vous décrétez un état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a donné? On tue tous les jours en Ituri. Bunagana est pris, ça fait 3 mois. Personne n'en parle. C'est devenu un état normal. Nos frères et sœurs qui ont quitté Bunagana pour aller en Ouganda trouver refuge, on les ramène au Congo, on leur dit allez-y. Et ils sont maintenant à Rutshuru et ils ne savent pas. La situation sécuritaire, c'est une situation causée par la faiblesse des institutions et par la faiblesse du leadership. Et qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe à Kwamouth? Quand vous allez à Kwamouth, les Yaka et les Teke vivent là-bas ensemble depuis combien de temps? Et qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Et discorde, tout ça. S'il y a des discordes, vous avec votre voisin, votre voisine, là, ici à Kinshasa, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez discuter. Mais pourquoi cette sauvagerie qu'on a constatée à Kwamouth? La réponse n'est pas adéquate parce que... Qu'est-ce qu'on fait? Kwamouth, c'est à combien de kilomètres de Kinshasa? 100 quelques, 150, 160 kilomètres de Kinshasa. Kwamouth, et comme j'ai dit dernièrement, quand nous, la Mouka, nous faisons des manifestations ici à Kinshasa pro-démocratie, des manifestations pour soutenir nos forces armées, et on nous réprime. Dans le sang, on tue. On voit une myriade des policiers, des militaires, même des supplétifs, je ne sais pas d'où ils viennent, pour nous déranger, nous déstabiliser, nous tuer, nous tabasser avec des armes sophistiquées. Pourquoi on n'amène pas ces gens-là à Kwamouth aujourd'hui pour assurer la sécurité de ces territoires? Pourquoi on ne le fait pas? Vous comptez faire une descente à Kwamouth? Vous voyez comment je vous regarde? Je fais pareil. Oui. Parce que j'attends une réponse. Ben, moi, je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai fait ce que je dois faire, Martin Fayoulou. Et vous savez ce que j'ai fait. Quand mes frères et sœurs à Beni avaient des problèmes et tout ça, le 24 décembre 2019, je suis descendu à Beni, je suis resté avec eux le 24, le 25, le 26, 3 jours. Et quand j'ai appris ces problèmes de Kwamouth, tout de suite, j'ai demandé à mon peuple de se calmer et que les Yaka et les Teke n'avaient pas à s'entretuer. Et c'est l'instrumentalisation qu'ils n'acceptent pas, cette instrumentalisation. Donc, j'ai fait ce que je devais faire, appeler les évêques, le prêtre, appeler les chefs coutumiers, appeler les gens pour leur dire arrêtez. J'ai demandé à l'armée de s'impliquer. On aborde rapidement le processus électoral. Martin Fayoulou, dites-nous la vérité. En nous regardant en face, comme vous venez de le faire tout à l'heure, vous croyez aux élections en 2023? Bien sûr que oui. Vous ne croyez pas? Vous croyez à ça? À la constitution de la RDC? Si vous croyez, que dit l'article 70 de la Constitution? Je vous le dis de mémoire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Un mandat de combien? 5 ans. Regardez les autres articles qui suivent. Entre parenthèses, vous êtes aussi fin mandat, hein, parce que vous êtes président élu. Hein. Donc vous allez renouveler votre mandat. Mais bien sûr que oui. Ah, carrément. Ah, ben oui, je pensais que c'était vraiment... Merci. Donc Martin Fayoulou sera fin mandat en 2023. Non, non, merci bien de l'avoir dit. Non, mais je dis, vous serez fin mandat en 2023. S'il vous plaît, c'est 5 ans. 5 ans. Je vais 4. 5 ans. En 2023, vous êtes fin mandat, vous serez fin mandat. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. 5 ans. Et suivez-moi, il ne faut pas dérouter vos téléspectateurs. L'article 73 de la même Constitution dit que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Il n'y a pas de place pour dire qu'il y a élection ou il n'y a pas élection. Élection, il y aura. Il n'y a pas de glissement possible. Et j'ai dit au peuple congolais qu'il n'y a pas de glissement et il n'y a
pas de prolongation de mandat et il y a élection. S'il n'y a pas élection, vous faites ce que vous voulez. Monsieur Félix Tshisekedi part. Et le peuple congolais doit le prendre comme un mot d'ordre que j'ai donné. Et ces mots d'ordre-là, on doit les respecter. Les élections, ça sera avec Kadima, à la tête de la CENI. Quel est le problème de Kadima là-dedans? Quel est le problème? Mon problème, ce n'est pas Kadima. Moi, je ne parle pas des gens. Monsieur Kadima, vous avez il est président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Kadima est président de la CENI. Le président de la CENI, dans la structuration des textes ici, vient de la composante confession religieuse. Les autres confessions religieuses, hors Église catholique et Église protestante, l'ont désigné. Et j'ai cru comprendre que l'Église catholique a déjà accepté quand Monseigneur Outembi a dit une étape a été franchie. Donc vous vous alignez. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas de problème. Si la composante est d'accord, nous n'avons pas de problème. Même nous, on n'est pas d'accord avec le bureau. Les 6 autres membres du bureau, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est pour cela que nous disons il est encore temps. Vous pouvez laisser Kadima là où il est. Si les confessions religieuses sont d'accord avec lui, ça, ce n'est pas notre problème. Mais les 6 autres membres, nous devons revoir la composition de la CENI, c'est très clair. Nous devons voir qui doit être secrétaire exécutif national de la CENI. Et toi, on doit l'avoir. Autre chose sur les élections. Nous devons revoir la loi électorale. On ne peut pas accepter cette loi électorale. Ce sont des choses, il y a 4, 5, Est-ce qu'on a le temps? On parle de 2023, vous avez dit pas une prolongation, mais est-ce qu'on a le temps? On est à une année et demie. Mais tout le temps, depuis qu'on en parle. Vous savez quand est-ce que nous avons fait des propositions de réforme? Depuis le 10 mai 2019. Mais allez-y avec ce qu'on vous propose, arrêtez avec des préalables pour qu'on gagne de temps, pour qu'on ait des élections à la date qu'il faut. Pour que vous puissiez dire, mais vous saviez que déjà la fraude a été préparée. La fraude a été préparée. C'est vous qui allez dire ça. Vous savez que la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle ont été nommés en violation flagrante de la Constitution. Et on a mis des gens pour demain proclamer le résultat définitif en fonction de celui qui les a nommés. Les membres des cours d'appel, les juges des cours d'appel. Vous savez bien que toutes les institutions, Banque centrale, ministère des Finances, ministère de la Justice, tout ça, on a mis des gens qui sont d'une obédience. Vous le savez. Vous savez que la CENI a été préparée pour fabriquer les chiffres. Donc vous voulez que, comme ça, qu'on aille à l'abattoir, parce que nous sommes des bêtes de somme, qu'on on parle de temps, M. Fayulu, on parle de temps. On n'a pas le temps, on a le temps. Donc, le temps, vous savez, pour discuter, pour régler ces problèmes, ça ne demande pas des 36 heures. Hein. Ça demande simplement la volonté, et ça demande la volonté et le patriotisme. Ça demande des gens qui sont responsables et qui aiment leur pays et qui veulent que ces pays entre dans les concerts des nations avec des hommes et des femmes capables, parce que nous sommes des hommes et des femmes capables, on le démontre partout. Très rapidement, on va bientôt terminer. On parlait déjà du processus électoral, on parle rapidement des alliances. On commence par de la MOCA. Ça existe? Comment se porte le MOCA? Ça va. Les 2 coprésidents, ça va. S'il vous plaît, la MOCA a été instituée par le peuple congolais. Un esprit, comme on dit, et cet esprit existe, et je l'incarne. Le peuple congolais a désigné Martin Fayulu comme candidat commun, candidat de la MOCA, et la MOCA existe. Le coprésident avec Mouzito, ça se passe bien. Mouzito est aujourd'hui le coordonnateur en exercice de la MOCA. Les divergences, ça n'existe plus. Il vous a reproché quand même de vouloir vous associer avec le FCC. Est-ce que vous comprenez cela? Vous avez posé la question? Vous, déjà, Non, s'il vous plaît, Madame Élisée Odia, vous lui avez posé la question? Je le ferai, hein. Quand sa femme et son secrétaire général ont marché pour la première marche du bloc patriotique, ils ont pris le départ à Lemba. C'était quoi? Allez lui poser la question. Vous-même, vous êtes perdu. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de me perdre. Non, vous êtes perdu. Attendez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Élisée Odia, allez poser la question. Quand sa femme a marché avec son secrétaire général, quand son secrétaire général a apposé sa signature sur la première déclaration du bloc patriotique sur un document, le 24 octobre
de l'année dernière, qui l'a apposé? Ça vous gêne qu'on vous voit avec le FCC de Kabila? Vous m'avez vu, moi, Fayoul, avec le FCC? La marche patriotique, il y avait le FCC. Vous m'avez vu dans la marche patriotique, moi, Fayoulou? Vous m'avez vu? Est-ce qu'une alliance... Non, mais répondez-moi. Non, mais les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, vont répondre. Non, pas les téléspectateurs. En tout cas, ce ne sera pas la journaliste que je suis qui va vous répondre. Si vous posez la question est directe. Oui. Vous dites que ça vous gêne qu'on vous voit. Donc, vous m'avez vu. Non, s'il vous plaît, il faut être... Vous parlez de la signature de ce qui a été signé. La signature de ce que la marche, il y avait, les CD avaient signé. Voilà, je vous ai aidé. Bah oui, c'est votre partout. Je vous ai aidé. Bah oui, mais non, on ne peut pas aider. Quand on parle de vous, ce n'est pas en tant qu'individu, c'est en tant que parti politique. Ça vous gêne. Je repose alors la question. Non. En tant que parti politique, ça vous gêne de vous afficher avec le FCC de Kabila? S'il vous plaît, ouais, je vous ai aidé pour que vous arriviez à ça. Non, c'est bon. Je vous en prie. Vous arrivez à ça. Le bloc patriotique, c'est les citoyens, citoyennes, congolais, congolaises, qui se disent que nous ne voulons pas de la dictature des Tshisekedi, qu'on a appelé la dictature fasciste. On ne veut pas de ça. Que le monsieur nous impose la Cour constitutionnelle, qui nous impose les membres de la CENI, qui nous impose tout, on ne veut pas. Et les Congolais se disent, non, avec les catholiques et les protestants, tout le monde, comme un seul homme, on dit non. Est-ce qu'il y a un problème là? Vous parlez de l'unité nationale, vous parlez de la cohésion nationale. Samedi, j'ai évoqué Mobutu. Si nous devons retenir quelque chose de Mobutu, c'est cette unité nationale, c'est cette cohésion nationale. Aujourd'hui, ce pays est en guerre. Aujourd'hui, le pays va à volo. Aujourd'hui, le pays est entre les mains inexpertes. Aujourd'hui, le pays est braqué par des gens qui volent. Vous n'avez pas parlé des indemnités des députés. On va en parler, c'est prévu. Rapidement, on va en parler. Alors, vous voulez aller m'amener dans, s'il vous plaît, dans la division qui n'existe pas. Moi, je suis congolais. Ok? Je suis congolais, je les revendique. Je suis quinois, je les revendique. Je suis enfant de Maloula, je les revendique. Ok? J'ai été baptisé le 8 février 1957 à l'église Sainte-Thérèse en Djili. L'église venait d'avoir 3 ans seulement. Je les revendique. Je suis né à l'hôpital général de Kinshasa, je les revendique. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, maintenant, je suis ennemi à personne parce que je suis chrétien, je les revendique. S'il vous plaît, et si les chrétiens ont 2 valeurs, et je le répète, et je le répéterai à qui voudrait m'entendre, l'amour et le pardon. Donc, je suis là, président élu de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas le président élu de la ville de Kinshasa. Je ne suis pas le président élu de l'ECD. Je ne suis pas le président élu de la Mouka. Je suis le président élu. Donc demain ou après-demain, on peut vous voir pour une même cause, être accompagné avec les gens du FCC, ça vous dérange pas? Élisée Odia, ne vous époumonez pas. L'intégrité de Martin Fayoulou est connue. Mais vous ne me parlez pas des gens... Parce que, s'il vous plaît, les gens, ce que j'ai fait, je le fais ouvertement, c'est connu. Hein? Je ne vois pas les gens à minuit, à 2 h du matin. Je ne vois pas les gens, si je veux voir quelqu'un, ça sera visible. Vous avez mis des photos ici, on l'a vu là-bas, on l'a vu là-bas. Je suis un homme intègre. Je suis un homme qui dit vrai. La vérité, j'en fais une valeur cardinale. Donc, mais je suis un homme qui aime profondément son pays. Je suis un homme qui aime les autres. Quand on a l'amour pour les autres, on veut que les autres soient bien comme soi-même. Et je suis pour l'unité de ces pays. Je suis pour la cohésion. C'est comme ça que j'ai emprunté ce slogan de Mobutu. Je n'ai pas honte. Congo et Kolobo Moko. Moko. Martin Fayoulou, en 2018, il y a des candidats qui n'ont peut-être pas été acceptés au niveau de la CENI, mais qui ont décidé de vous soutenir en 2018. Oui. Est-ce que
vous êtes disposé, au nom de l'amour, au nom de l'unité, à vous effacer pour un autre candidat commun au niveau de l'opposition? Vous avez demandé au peuple congolais? En 2018, on n'avait pas fait ça, hein? Oui, si. Attendez, maintenant, 2018, on a demandé au peuple congolais. C'est à Genève? Bien sûr. À Genève, vous aviez demandé au peuple congolais pour que vous soyez candidat? Bien sûr. Mais Genève, c'est qui a créé Genève? Qui a créé la MOCA? N'est pas le peuple congolais? Le peuple congolais a dit un seul candidat. Vous nous donnez un candidat, on vous le rend, on le vote. Et nous avons souscrit et nous avons respecté cette décision du peuple congolais et le peuple congolais nous a rendu. Si demain, en 2023, le peuple congolais me dit Martin Fayoulou, mettez-vous de côté, je vais suivre le peuple congolais. La dernière fois que vous avez parlé avec Katumbi, c'était quand? Mais pourquoi vous voulez le savoir? Parce que vous étiez ensemble dans la coalition. Pourquoi vous ne me posez pas la question? Si j'ai parlé de Mouzito. Non. Pourquoi vous ne me posez pas la question la dernière fois que vous voyez parler à votre frère? J'allais le faire, mais vous me devancez, mais j'allais le faire. Parce que non, mais vous me dévancez, je comprends. Je comprends. On peut commencer, hein. Dites-nous la vérité. La dernière fois que on peut parler de Tshisekedi aussi, hein. On peut parler de Tshisekedi, on peut parler de Bemba. La dernière fois, on peut commencer, de Kabila d'ailleurs. On commence par Katumbi, la dernière fois que vous êtes parlé. Je ne pense pas que ça fait l'objet des discussions aujourd'hui qui puissent apporter une quelconque lumière au peuple congolais par rapport à ces difficultés. La dernière fois, vous avez parlé à... Allez, on va le dire à Tshisekedi. Vous avez la même réponse. Donc, je ne pense pas que ça pose un problème aujourd'hui. Si je vous dis ça la dernière fois, qu'est-ce que ça avance? Mais comment vous comptez trouver les solutions en ne vous parlant pas? Vous avez tout de suite parlé d'un consensus. Élisée Odia, vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que j'ai mis sur la table le 10 mai 2019, réitérée, réaménagée le 4 novembre 2019? J'ai fait la promotion, vous ne connaissez pas ça? Vous avez déjà échangé avec Kabila une fois dans votre vie? Jamais. Jamais parlé à M. Kabila. Mais je ne suis pas mon ennemi. Mais je n'ai jamais eu d'opportunité ou l'occasion. Si ça se présenterait, vous pourriez le faire. Je dis que je suis chrétien, pas mon ennemi. Si l'occasion se présente, quel est le problème? On va terminer avec cette affaire des émoluments. Vous avez jeté le pavé dans la mare. Vous avez embarrassé vos élus. Embarrasser qui? Moi, je suis député. Vos députés. Mes députés, s'ils sont embarrassés, c'est leur problème. Moi, c'est tout député, y compris le mien, donc de décider de la dynamique vérité des choses. Tout député qui est embarrassé, quel est mon problème? Moi, je n'ai pas un problème avec 500... Ils vous avaient pas dit qu'ils touchaient 21 000 $. Je n'ai pas un problème avec 500 députés. Moi, j'ai un problème avec 110 millions de Congolais. Je ne suis pas le président de 500 députés. Je suis le président élu de 110 millions de Congolais. Et j'ai un problème parce que ces Congolais ne vivent pas correctement. Ces Congolais, il y a plus de 70% qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Je ne peux pas accepter ça. J'ai des médecins qui ont fait les plus grandes études, les plus longues études dans ces pays, qui sont payés 700 $. Donc, ces gens-là vivent avec moins de 25 $ par jour ou 25 $ par jour. Je ne peux pas accepter ça. Moi, ce que je dis, ces pays qui n'ont pas de route, vous savez, 300 millions de $, combien de kilomètres d'autoroute on peut construire? Vous savez qu'est-ce que nous pouvons faire avec tout l'argent qui est gaspillé, avec qui on se sert pour le clientélisme, pour se maintenir au pouvoir d'une façon, comment dire, volée? Et ça, je dis à tout le monde que c'est de la corruption. Et cette corruption, on doit pouvoir nous expliquer. On ne peut pas laisser cette affaire... Il y aura une action, au reste en interne, il y aura une action disciplinaire contre vos députés qui ont laissé faire. S'il vous plaît, quelle action disciplinaire? Qui ont fermé les yeux quand même sur ce... S'il vous plaît, allez demander à M. Minakou. Il était président de l'Assemblée nationale quand j'étais député. Cette affaire d'argent, cette affaire de gestion des finances de l'État, je lui ai écrit à l'époque. Et il avait l'honnêteté de décréter un huis clos et de discuter. Et je lui ai dit que l'argent qu'on utilisait, ce n'était pas notre argent,
c'était l'argent de l'État. Et il fallait qu'il y ait une commission de comptabilité pour nous éclairer sur cet argent-là. Et donc, ce que vous devriez demander, parce que vous connaissez la procédure, vous connaissez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, qu'on rentre, qu'on mette en place un comité de comptabilité qui nous dise, voilà, c'est la dotation à l'Assemblée nationale, la dotation de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que les députés gagnent, députés en tant que députés, qu'est-ce que le député qui est président du groupe parlementaire gagne, combien le député qui est président d'une commission gagne, combien le président gagne, combien le vice-président, premier, deuxième, rapporteur, ainsi de suite. Qu'on nous le dise, ça ne peut pas être un secret et ça fait des millions de dollars et on ne peut pas accepter. Dans un pays qui n'a pas assez de ressources, dans un pays où il n'y a pas de routes, le pays est enclavé, dans un pays où les élèves, on le met pour la gratuité à 150 dans une classe, dans une salle de classe, dans un pays où les gens n'ont pas de travail. Mais c'est pour cela que j'ai dit, et je réitère ce que j'ai dit dans mon message à la nation. Je dis ceci, que j'étais indigné d'apprendre que les députés touchaient ces montants. 1. 2. Je dis, il faut que les institutions qui s'occupent des contrôles des finances de la République s'investissent pour tirer au clair ces choses-là, dégager les responsabilités et nous dire exactement ce qui se passe. 3. Je dis, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale démissionne. M. Mbosso, M. Mbata et consorts doivent démissionner. Honte à eux. 3. Il faudrait arrêter. Il faut arrêter. On doit réduire les trains des institutions et il faudra qu'on sache, quand on est président de la République, on touche combien? Quand on est Premier ministre, on touche combien? Y compris les avantages associés. Et quand on est opposant, on touche combien? Parce qu'un député nous a dit que les opposants ou l'opposition touchaient régulièrement un fonds au niveau... Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez l'info? Vous savez, ici, Franco disait ici Kanga Lazare. Je ne sais pas si vous connaissez Lazare. Lazare, c'était l'hôpital où on mettait des malades mentaux. Ok? Voilà, si quelqu'un a commencé donc sa maladie ou sa folie, il est dans une folie douce d'abord, ben, il faut faire très attention parce qu'après il va se déshabiller et commencer à aller crier partout. La loi sur l'opposition, il y a une loi. Est-ce qu'en 2006, on a eu le porte-parole de l'opposition? Non. Jean-Pierre Bemba n'était pas là, il est parti. Dommage. Kiakwama et François Mwamba s'est disputé pour cette position. On n'a jamais. En 2011, Tshisekedi a dit que lui, il était président. Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, qu'il était président. Et nous avons dit qu'il n'est nullement question d'avoir le porte-parole de l'opposition. Kamel s'est affairé pour avoir ça. On n'a jamais eu ça. Mais depuis quand vous avez vu qu'il y avait un porte-parole de l'opposition? Il y a des amis qui disaient qu'ils étaient dans l'opposition républicaine. Ils voulaient... Est-ce que... Alors, donc, j'ai été payé dans ses rêves ou dans sa sorcellerie ou dans quoi? Et encore que vous n'êtes pas dans l'opposition, vous êtes président élu, vous êtes dans la... Non, le problème est vous-même. Avant de poser certaines questions, vous vous êtes documenté. Donc, le journaliste qui pose la question, il sait bien que cette affaire n'existait pas. Il sait bien que cette affaire n'existe pas. Mais au moins le $2000, on sait que Martin Fayulu, pour le compte de la sécurité sociale des parlementaires, là, il le perçoit. CESOPA existe, je suis membre de CESOPA et j'ai la carte de CESOPA. Mais je ne percevais pas ça. Je ne percevais pas ça et au mois de mars, ici, les gens de l'Assemblée nationale sont venus me dire, mais écoutez, mais depuis longtemps, vos collègues députés retraités perçoivent, je dis, ah bon, mais j'ai la carte ici, et non, je dis, non, non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que non, tout ce qui a été passé, on ne payera pas, mais vous remplissez. J'ai rempli, on paye, et quand on paye, le secrétaire général de l'ECD vient, cet argent, on envoie ça à l'intérieur, et tout ça. Les premiers 4 millions, donc 2000, nous avons envoyé ça en Bandaka, ok? Et le deuxième, nous avons envoyé ça à l'Issala. Nous envoyons ça. Donc, je perçois ça. Et c'est l'argent, tout l'argent, Madame Odia, que je retire pour la politique. Et ça, c'est pour les Congolais. Donc, rappelez-vous dernièrement,
Nous avons dit il faut qu'il y ait élection en 2017. Il n'y a pas eu élection. On a dit qu'on me payait plus de 100 000 $. Je dis que je ne prends pas cet argent, c'est l'argent de l'État congolais. Je ne peux pas prendre l'argent indûment. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Ça faisait longtemps que vous aviez parlé. Vous avez parlé sur les chaînes surtout nationales et nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. Et j'espère que les uns et les autres ont essayé de comprendre c'est quoi le manifeste et la position officielle de Martin Fayulu de décider sur les différentes questions d'actualité prenant de l'heure ici au pays. On se dit au revoir, à très très bientôt et surtout, n'hésitez pas de nous appeler, nous écrire pour vos réactions, vos suggestions. On sera toujours là pour vous. Alors on se dit à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.